Stéphane Guettin, vous êtes docteur en psychologie clinique et musicothérapeute et vous êtes le fondateur et président de MusiCare. Alors, j'ai lu que cette société avait remporté le prix de l'innovation des soins en 2009, donc il y a déjà 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est MusiCare ? Alors bonjour Sophie, merci pour cette question. Effectivement, MusiCare, c'est avant tout une société qui développe des algorithmes de composition musicale qui vont permettre de réduire de façon significative la douleur, l'anxiété et les troubles du sommeil. On a eu l'idée avec le CHU de Montpellier à l'époque de développer la première application numérique dans le traitement de la douleur, ce qui nous a permis de standardiser la méthode et de pouvoir la rendre reproductible. Donc aujourd'hui, avec MusiCare, notre objectif en termes de recherche et développement est de pouvoir aussi déployer cette solution, cette application numérique dans différentes indications et dans différentes pathologies à l'hôpital. Donc aujourd'hui, en 2020, 11 ans après, on est les auteurs de plus de 150 articles scientifiques dans le domaine de l'évaluation de la musique dans la prise en charge de la douleur, et ceux de la pédiatrie à la neurologie. On vient récemment de publier des résultats passionnants aussi en ophtalmologie, en dermatologie, des études contrôlées randomisées dans différentes indications qui prouvent vraiment l'utilité d'associer aux soins courants la musique dans la prise en charge globale du patient. Et donc, comment ça fonctionne ? Alors nous, on s'est basé sur une technique de musicothérapie qui avait déjà trouvé son origine dans les années 70, mais qu'on a vraiment standardisé et optimisé, j'allais dire, en fonction de toutes nos recherches, qui est ce qu'on appelle la technique de la séquence en U, qui est basée sur les principes de l'hypnoanalgésie, sauf qu'on va remplacer ici les suggestions verbales par une induction musicale. On va progressivement demander à nos compositeurs de soins, quelque part, de commencer la séance avec un tempo assez stimulant, un rythme stimulant qui représente un peu l'état d'activité cérébrale du patient, et progressivement l'amener à un état de relaxation, un état modifié de conscience par les variations progressives de tous les paramètres du son. Donc ça va être la phase descendante de la séquence en U. Et ensuite, comme en hypnose, il y a ce qu'on appelle la phase de reprise progressive de l'état de conscience, qui va être symbolisée dans notre cas, en hypnose de la musique, par une réintroduction progressive du rythme et de la formation orchestrale principalement. D'accord. Et est-ce que les musiciens, donc les compositeurs de soins, c'est ça, c'est le terme que vous avez utilisé, voilà. Les musiciens ont des facultés particulières pour faire ça, pour composer ces sons-là ou pas ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est très individualisé et personnalisé. C'est pour ça qu'on travaille avec différents compositeurs de tous styles différents, confondus. Il peut y avoir la musique classique, de la musique du monde, de la musique jazz, de la musique électro plus actuelle. Et le principal facteur de réussite d'une séance va être le choix de la musique par le patient. Donc, c'est fondamental qu'on corresponde à l'état émotionnel et au goût du patient. Si vous, par exemple, vous adorez la musique cubaine, il y aura une efficacité beaucoup plus majorée si on vous propose d'écouter une séquence en U avec de la musique cubaine. Si au contraire, vous n'aimez pas du tout, par exemple, cette même musique cubaine, ça peut être même un facteur un petit peu anxiogène et de stress. Donc, c'est pour ça que la relation d'écoute avec le patient est fondamentale. Je me souviens toujours de cette affiche que j'avais trouvée dans la salle des soins du centre antidouleur du CHU de Montpellier, dans le service du docteur Gignès, où il y avait une affiche qui avait été posée par un laboratoire qui disait le premier traitement de la douleur, c'est l'écoute de votre patient, savoir écouter. Et donc, c'est très important, avant de commencer la séance et d'installer le patient en position pour faire sa séance, de comprendre, d'écouter, savoir quel style de musique il aime, quel rôle la musique joue dans sa vie, s'il attache une importance particulière, dans quelles conditions il écoute de la musique. Donc, il y a ce qu'on appelle une sorte de bilan psychomusical, un entretien, un questionnaire des préférences musicales. En fonction des réponses apportées, le soignant va pouvoir proposer via l'application un style de musique adapté au patient. Donc, ça peut être de l'accordéon, du jazz, la musique classique avec du piano. Et à la fin, le soignant revient vers le patient pour lui demander ce qu'il a ressenti et quelles sont les émotions qu'il a pu effectivement vivre pendant cette écoute musicale. Et là, on met le patient en position justement de verbalisation des émotions. Et dans le cadre de la douleur chronique, c'est fondamental, c'est très important et c'est la partie magique de cette technique, c'est justement de créer du lien social, favoriser la relation patient-soignant grâce à la musique. Et du coup, les soignants, quand vous dites les soignants, c'est par exemple des infirmiers, infirmières, médecins, ça peut être Oui, psychologue, ça peut être…
Quelles sont les Exactement. personnes qui manipulent MusiqueCare à l'hôpital en général? Alors, c'est principalement des soignants qui ont envie de le faire. C'est comme en l'hypnose. On ne va pas forcer un soignant à utiliser l'hypnose s'il ne se sent pas, s'il n'y croit pas. Donc là, ce sont que des soignants qui sont effectivement investis, qui croient déjà au pouvoir thérapeutique de la musique, qui sont persuadés que la musique va pouvoir soulager leurs patients. Et là, ça va de tout type de soignants, hein. Ça va vraiment des aides-soignants à l'infirmière, aux médecins, à l'anesthésiste, aux psychologues, comme vous l'avez dit, qui sont souvent les référents du protocole musical dans les institutions. Euh, voilà, ou ça peut être aussi des kinésithérapeutes, des psychomotes, tous soignants. Quelles sont les indications pour lesquelles vous avez pu démontrer une efficacité? Alors aujourd'hui, on s'est ciblé, centré principalement dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique, mais aussi aiguë. Les toutes premières études contrôlées randomisées qu'on a réalisées ont été publiées dans le domaine, justement, comme je disais tout à l'heure, chez les patients lombalgiques chroniques. On a pu observer vraiment une différence significative entre les groupes. Ensuite, d'autres études contrôlées ont été faites en anesthésie-réanimation chez des patients en cours de sevrage ventilatoire. Et aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine, trentaine d'études contrôlées, randomisées, qui démontrent l'impact de MusiqueCare dans différentes indications. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais notamment chez les troubles du comportement de la maladie d'Alzheimer. Avec MusiqueCare, on est les premiers en France à avoir publié une étude contrôlée randomisée qui montrait l'impact de cette solution sur les troubles du comportement. Et là, de façon plus récente, c'est peut-être la plus belle étude de MusiqueCare aujourd'hui, que vraiment je suis très très fier. Vous pouvez la retrouver sur Medline. Elle vient d'être publiée en août 2020, donc il n'y a même pas un mois. C'est une étude contrôlée randomisée qui a obtenu le financement d'un PHRIP dans le cadre d'un PHRIP, projet hospitalier en soins paramédicaux et infirmiers, donc financé par la DGOS, le ministère de la Santé. C'est une étude qui concerne 310 patients en préopératoire dans un service d'ophtalmologie. Donc des patients qui vont se faire opérer de la cataracte. Et là, on leur faisait écouter dans la moitié du groupe, pour la moitié des patients, une séance musicale avant l'opération. Donc, cette étude concernait 310 sujets, 155 dans le groupe MusiqueCare et 155 sans MusiqueCare. Et l'ensemble de ces patients se faisaient opérer. Les résultats sont impressionnants. On s'aperçoit que dans le groupe MusiqueCare, chez les 155 personnes qui ont eu la musique avant l'opération, ils sont que 13% à faire une complication, une tachycardie ou une hypertension, alors que dans le groupe sans musique, ils sont 56% à faire une complication durant cette opération. C'est leur critère principal. Et en critère secondaire aussi important, dans le groupe MusiqueCare, ils ont nécessité 13 fois moins de sédatifs que par rapport au groupe contrôle. Formidable. Bravo pour cette belle étude. Et Voilà, alors nous, MusiqueCare, en plus, c'était complètement indépendant, on n'était que fournisseur de l'outil. c'est la collaboration qui fonctionne. Voilà, exactement. Ça a été fait, cette belle étude a été faite par l'hôpital Cochin et notamment le docteur Gilles Guerrier qui était l'investigateur principal. Très bien. Dans les indications comme ça, très ponctuelles avant une opération, est-ce que vous mesurez, il y a l'anxiété qui est mesurée, c'est peut-être l'anxiété qui est corrélée, la baisse d'anxiété qui est corrélée au fait qu'il y ait moins de complications, ou est-ce que c'est un facteur que vous regardiez? Parce Ah que vous oui, parlez... bien sûr. Oui, toujours. Exactement. Oui, oui, Oui. toujours. Et dans cette étude, effectivement, on s'aperçoit que le niveau d'anxiété est 2 fois plus faible Oui. dans le groupe avec MusiqueCare. Ce serait le facteur explicatif en quelque sorte. Exactement. On est complètement convaincu chez MusiqueCare au niveau de la recherche scientifique, je pense, et des différents chercheurs, que la musique va principalement jouer sur la composante émotionnelle de la douleur. Et même quand vous regardez la définition de la douleur, de l'IASP, donc de l'Association internationale de la douleur, qui décrit la douleur comme une atteinte sensorielle et émotionnelle. Et ça, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, que fait un médecin quand il traite la douleur d'un patient? Il donne uniquement un médicament et il ne va traiter que la partie sensorielle de la douleur. Alors que depuis 1978, la définition de la douleur parle de la composante émotionnelle au même titre que sensorielle. Alors aujourd'hui, un Doliprane, du paracétamol ou du palier 2 ou des opioïdes va traiter que la partie sensorielle de la douleur et on oublie les émotions. Et le rêve de MusiqueCare, c'est d'être bien sûr dans une complémentarité. On n'est pas là pour remplacer le médicament, mais dans une complémentarité entre le traitement médicamenteux qui va jouer sur la composante sensorielle de la douleur et la musique, la composante émotionnelle. Et là, on va être dans une prise en charge globale de la douleur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi
en négociation, même très très avancée, avec des grands laboratoires pharmacologiques qui croient en cette complémentarité et sur laquelle on travaille déjà depuis quelques années. Donc, j'espère que les médecins prescriront bientôt Doliprane, paracétamol plus Music Care. Et alors, du coup, pour ce qui est des douleurs chroniques, est-ce qu'il faut faire plusieurs séances? Quel est le protocole que vous proposez? Parce que du coup, là, on n'est plus dans l'aigu, dans le tout de suite maintenant, mais c'est vraiment quelque chose à long terme. Donc, Oui, alors c'est des questions auxquelles on répond par la recherche scientifique aussi. On a démontré des effets à court terme sur une séance, mais on a aussi observé des effets dits pas d'accoutumance, mais des effets de maintien et des effets dose. Plus le patient va être exposé à la musique, plus l'effet va être fort. Par exemple, dans une première étude sur l'embalgie chronique, on n'avait fait que 2 séances par semaine. Les effets étaient intéressants, mais pas significatifs sur toutes les composantes sur lesquelles on cherchait à être efficace. Dans une deuxième étude contrôlée randomisée, on a fait 2 séances par jour pendant 2 mois. Et là, on s'est aperçu que les patients avaient une efficacité beaucoup plus importante quand les patients sont plus exposés plus longtemps aux séances. d'accord. Il y a aussi l'effet de maintien qui a été montré dans différentes études qui montrent que 20 minutes d'écoute musicale va soulager la douleur entre avant et juste après ces 20 minutes. Et que par contre, quand on évalue aussi 30 minutes après l'arrêt des séances, voire 1 heure après l'arrêt des séances, il y a encore un effet de maintien, une différence significative entre le niveau de douleur avant la séance et 30 minutes, voire 1 heure après l'arrêt de la séance. D'accord. Et est-ce qu'il y a une utilité à l'avoir à la maison? Oui, on a même des patients qui sont un peu accros, au même titre que les médicaments, quand Ah il y a bah un si petit bug ça, sur si ça fait de l'application. la dopamine, on est content, hein. Ouais, c'est ça, non, mais ça c'est peut-être un effet qu'il va falloir rechercher, mais il faut mieux qu'on soit accro à de la musique que accro à des médicaments. Mais on s'aperçoit, c'est pas évalué scientifiquement, mais en tout cas, on a des études de cas, on a des patients qui nous disent être complètement accros à leur séance. C'est rentré dans leur protocole de soins, dans leur habitude, dans leur rituel de soins. Tous les soirs, avant de dormir, ils mettent le casque, ils se font une séance musicale. Alors, il y a des patients qui arrivent à l'utiliser juste pendant une période de temps et ensuite ont quelque part une sorte de modèle et arrivent à le reproduire cet état sans la musique, ce qui est l'objectif, hein, c'est de pouvoir aussi, aujourd'hui c'est un outil, c'est une aide, mais l'idéal c'est qu'un patient puisse, sans avoir à mettre en casque, retrouver cet état. Et c'est là-dessus qu'on va travailler sur la mémoire des émotions. Juste le fait que le patient puisse prendre conscience que pendant 20 minutes il oublie sa douleur, ça change aussi beaucoup de choses au niveau des process psychologiques. Ça veut dire que c'est possible et que la personne est Et capable de trouver les ressources. Ouais. exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à évaluer là depuis quelques minutes, enfin depuis une dizaine de minutes, on parle des effets physiologiques et des côtés recherche scientifique. Mais là, on parle de même pas 2% des capacités de la musique. C'est comme le cerveau, il y a des choses qu'on ne comprend pas. La musique a un pouvoir vraiment bien plus important qu'on le croit. Et en évaluant l'effet sur les médicaments, l'effet sur le niveau de douleur par une EVA ou par des différentes échelles, c'est très limitatif du pouvoir de la musique, même au niveau sociétal, notamment au niveau du langage. Les grands chercheurs aujourd'hui l'ont démontré que même la façon dont on communique aujourd'hui, Sophie, tout est basé sur des principes musicaux. Je pourrais parler beaucoup plus lent, de façon beaucoup plus douce. Je pourrais presque vous endormir. Voilà. Ou au contraire, on peut se stimuler, on peut danser et je peux vous éveiller en parlant 3 fois plus fort. Et tout est une Ouais. histoire de rythme, d'harmonie et effectivement, le langage. Je reviens d'Afrique où j'étais enregistré, notamment au Mali, avec les plus grands musiciens africains pour répondre à la demande de nos patients. On traverse le monde aussi pour aller chercher la culture musicale et la bonne musique. Et je leur parlais de musicothérapie en Afrique. Ils me disaient, ce mot n'existe même pas. Pour nous, en Afrique, c'est la vie. Quand tu apprends à marcher, tu fais de la musicothérapie. Toute une histoire d'équilibre. Quand tu apprends à parler, tu fais de la musicothérapie. C'est toute une histoire de rythme, d'harmonie. Les anamatopées, avant même qu'on invente les mots pour dialoguer, on communiquait par des sons. La musique est en nous, hein, notre fréquence cardiaque, respiratoire. Le jour où notre musique interne s'arrête, il n'y a plus de vie. Et c'est vrai que la musique, c'est le mouvement, c'est la vie. Et une des différences entre l'homme et l'animal, c'est peut-être aussi le fait que l'homme sait faire de la musique, joue de la musique, et l'animal ne sait pas faire ça. Et la musique, c'est les émotions. Et ce qui différencie aussi les humains de l'animal, c'est cette capacité émotionnelle. Et c'est peut-être la musique qui nous l'a apporté. Vous m'avez parlé un peu du Mali, mais au niveau de, voilà, pourquoi les musiques du monde, c'était une demande des patients, c'est ça? Le but, c'est de correspondre à toutes les cultures. Mes premiers stages dans les hôpitaux, notamment Montpellier, j'avais des patients de tout horizon. J'avais des patients d'origine du Maghreb,
J'avais des patients, je me souviens d'une patiente qui était de l'île de la Réunion. Vous ne pouvez même pas évaluer son niveau de douleur parce qu'elle me disait que dans son pays, c'était vraiment très mal vu de dire qu'on avait mal. Donc, j'apprenais beaucoup de choses, mais donc du Maloya, elle me parlait du Ségad, toute cette musique du Maurice et de la Réunion. J'ai des patients africains. Et donc, le but, c'est de pouvoir correspondre à toutes ces cultures. Mais je ne veux pas dire que je vais mettre de la musique africaine à un patient africain. Parce que même moi, j'adore la musique africaine. Et il y a des moments même, ça va pouvoir me faire voyager. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait vraiment répondre à la culture du patient et s'adapter. Mais de temps en temps, et c'est pour ça que c'est magique, la musique, de temps en temps, c'est une musique auquel on ne s'attendait pas du tout, qui pouvait marcher pour un patient, qui va marcher. C'est m'est déjà arrivé de voir des patients, de me dire, ah tiens, je ne connais pas du tout la musique indienne, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Faites-moi écouter, aujourd'hui, je vais partir là-dessus. Et à la fin des 20 minutes, ils vous disent waouh, mais j'étais complètement déconnecté, j'avais l'impression d'être dans un nouveau monde, je ne connaissais pas du tout cette musique. Toute la musique du monde, c'est quasiment toute la musique, tout simplement. Ça ouvre Ouais, la palette des possibles. exactement. Pour un Indien, je Super. vous dis, la musique d'ici, c'est la musique du monde, hein. Oui, oui, oui. C'est ça. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette interview passionnante. Et donc, je vous donne rendez-vous sur Big Bang Therapy. Eh bien, avec plaisir. À très bientôt. Merci, Sophie.